Merci et bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Alors, nous allons ensemble cet après-midi aborder plusieurs sujets que vraisemblablement un certain nombre d'entre vous connaissent mieux que moi. Pour le vivre, pour les vivre, ces sujets, ces questions, ces difficultés, ces interrogations, pour les vivre chaque jour de l'intérieur, si je puis dire. Alors, santé des aidants. Oui, la santé des aidants. Ben oui, quand même, ce serait bien la moindre des choses qu'ils puissent aider et être en bonne santé. Oui, mais comment le rester quand on est justement dans cette situation ? C'est que il faut sans doute non seulement aider, mais accepter de se faire aider, accepter d'être aidé. Mais ce n'est pas si simple que ce que l'on veut croire souvent, et il ne suffit pas d'envoyer des injonctions « tu devrais »,« vous devriez »,« il faudrait »,« ils n'ont qu'à », etc. Ben oui, bien sûr. Non, c'est forcément beaucoup plus compliqué que ça. Alors, je voudrais essayer, comment dire, comme sociologue, on pourrait même me le reprocher, j'ai au fond l'habitude d'essayer toujours de replacer une question dans le contexte de société où elle se pose. Les aidants. Écoutez, on fait un petit retour en arrière. Il y a 50 ans, qui parlait des aidants ? Personne. Il y a 30 ans, personne. Il y a 20 ans, allez, on commençait. Il y a 15 ans, oui, un peu plus. Il y a 10 ans, voilà. Et puis, ça y est, les aidants. Bon, pourtant, il y a 50 ans, allez, remontons dans nos souvenirs familiaux. Eh bien, on a vu notre mère, notre grand-mère s'occuper de sa propre mère, belle-mère, grand-mère, grand-belle-mère, et de son père, de son grand-père, et de son beau-père, et de son... Et alors, mais c'était normal. Enfin, c'était des femmes. Quand même, j'y vais pas avec le dos de la cuillère, et vous verrez que de temps en temps, comme ça, je ferai exprès de manquer de nuances pour que une exagération nous secoue un petit peu. Mais il y a 50 ans, bien sûr que les aidants existaient, sauf qu'on n'en parlait pas, sauf qu'on ne les nommait pas comme cela. Et comment les nommait-on ? Alors, soit on ne les nommait même pas, soit on disait la famille, les familles, voilà. Et à l'intérieur de la famille, les femmes. Voilà. D'accord ? Aujourd'hui, aujourd'hui, 2 aidants sur 3 sont des femmes. Mais ne le répétez pas, hein, parce que si jamais ça se savait, alors il faudrait en plus prendre ça en compte. Non mais voilà, pourtant, 2 aidants sur 3 sont des femmes. Et la manière que nous avons de les nommer, c'est d'utiliser un mot au masculin pour masquer cette réalité. Bon, alors, oui, ça existe depuis longtemps, mais cette réalité s'est incroyablement transformée dans une société qui s'est elle-même transformée en profondeur et qui continue à se transformer. Je vais prendre, pour appuyer ce propos, je vais prendre justement prendre appui sur la transformation de ce que je vais appeler nos univers familiaux. Alors, il y a 50 ans, allez, 50, 60, 70, ça m'est égal. Il y a 50 ans, on disait la famille. Ouais, la famille. Aujourd'hui, la famille, les familles. Parce que entre la vôtre, il y a plus de différences que de points communs. D'accord ? Elles ont presque toutes commencé de la même manière, par la formation d'un couple,
qui s'est uni, alors devant monsieur le maire ou pas devant monsieur le maire, d'accord, mais un couple qui s'est uni, qui s'est marié, ou qui s'est pacsé plus récemment, d'accord, mais ce couple, il s'est uni et il a eu des enfants. Bon, aujourd'hui, est-ce qu'un couple s'unit pour avoir des enfants? Il y a 50 ans, la question du couple, c'était comment avoir des relations sexuelles sans avoir d'enfants. Aujourd'hui, on a renversé complètement l'interrogation et c'est devenu comment avoir des enfants sans avoir de relations sexuelles. Et on y arrive. Et ben voilà. Ce qui fait que, ce qui fonde nos relations familiales, évidemment, ça s'est complètement bouleversé. Alors, pour faire vite, ce qui faisait la famille, c'était, alors évidemment, c'était l'unité d'habitation. Étaient de la même famille ceux qui vivaient sous le même toit. Ah ben écoutez, voilà, c'est terminé aujourd'hui. Sont de la même famille des gens qui ne vivent pas sous le même toit. Et quelquefois, des enfants qui ne vivent même pas avec leur papa, ou qui ne vivent même pas avec leur maman, ou pas tout le temps, et qui vont vivre tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, ou chez l'un et pas du tout chez l'autre, mais chez l'un et chez les grands-parents et chez... Voilà, allez, des toits, des unités d'habitation multiples, d'accord, sont de la même famille, ceux qui vivaient sous le même toit, terminé. Sont de la même famille ceux qui portaient le même nom. Voilà, le nom de famille. Eh bien, c'est fini. On peut même s'en réjouir. Je ne vois pas pourquoi une femme, parce qu'elle veut vivre avec quelqu'un, serait obligée de renoncer à son identité. Donc, elle garde son nom, elle peut même le transmettre. Eh bien voilà, d'accord. Et donc, ses enfants vont porter son nom, celui du papa, les deux, dans un sens, dans l'autre, et pourquoi pas, d'accord, allez. Mais ça y est, le nom faisait la famille. On peut bien sûr être de la même famille et ne pas porter le même nom. Bien, alors on continue. Était de la même famille, le droit faisait la famille. Hein, le droit au sens du contrat de mariage. Bon, ben voilà, on peut bien être de la même famille, même si nos parents ne sont pas mariés. D'accord ? Et alors, ben, on est frères et sœurs quand même. Et puis alors, les parents, alors ils se sont mariés. Et puis il y a eu 2 gamins. D'accord ? Et puis 5 ans après, ou je sais pas, au bout de 10 ans, séparation. Allez, famille décomposée, comme on dit. Décomposée qui va se recomposer. Alors on va imaginer un truc un peu fou, d'accord ? Le couple s'est marié, ils ont eu 2 gamins. Au bout de 5 ans, ils se séparent et il a rencontré quelqu'un. Quelqu'une ou quelqu'un. D'accord ? Il a rencontré, alors on va dire quelqu'une pour l'instant. D'accord ? Il a une nouvelle compagne qui elle-même est divorcée, qui de ce premier mariage a elle-même 2 gamins. Bon, d'accord ? Alors, on vit ensemble ? Oui, mais comment on fait pour les gamins ? Alors, soit une semaine on a les tiens, une semaine on a les miens, soit on fait exprès d'avoir tous les gamins en même temps, comme ça on a une semaine sur 2 où on est peinard, soit... Allez, d'accord ? Bon, qui est frère de qui ? Qui est la sœur de qui ? Alors, bientôt c'est les grandes vacances, là. Alors, les grands-parents que nous sommes, là, un certain nombre, pas tous, hein, mais plusieurs quand même, les grands-parents, évidemment que si les gamins veulent venir passer 8 jours, 15 jours à la maison, à la campagne, à la montagne, au bord de la mer, au machin, allez, évidemment qu'ils sont les bienvenus. Bon, mais alors lesquels ? Attendez, pour accueillir des petits-enfants pendant les vacances, on ne va quand même pas leur demander leur identité, non ? D'accord ? Donc alors, il y a les enfants de mon fils qui vont venir en vacances avec les enfants de la nouvelle compagne de mon fils, mais les enfants de cette nouvelle compagne, eux, ils viennent... Je n'ai aucun lien. Pourtant, c'est mes petits-enfants. Voilà, évidemment. Et quand on va, je sais pas moi, faire des cadeaux à Noël, on ne va pas faire une discrimination
entre ceux qui sont du même sang et ceux qui ne seraient pas du même sang. Et autrefois, l'expression pour dire cela, c'était oui, ils sont frères et sœurs, mais ils ne sont pas du même lit. Ah bah oui, ils ne sont pas du même lit. Autrement dit, ne le répétez pas, ils ne sont pas du même sperme. Parce que c'est de ça qu'on veut parler, sans le nommer. D'accord ? Alors, maintenant, je passe sur cette évolution. On pourrait la continuer parce que cette évolution n'est pas terminée. Cette évolution se poursuit. Et on voit aujourd'hui des couples qui se forment, durent, mais n'habitent pas ensemble. D'accord ? Voilà. Ou des couples qui habitent ensemble, mais qui ne dureront pas. Ou des couples qui sont tantôt des couples hétérosexuels, et puis après, l'étape d'après, peut-être, ce sera un couple homosexuel, et puis on redeviendra, allez. Et puis, alors, évidemment, pour un certain nombre d'entre nous, ça bouscule nos manières de penser les choses, oui, bien sûr, mais enfin, ce sont nos enfants, nos petits-enfants, nos neveux, nos nièces, et alors, on va arrêter de les aimer sous prétexte que, ben non, on les aime. Et allez, on va leur ouvrir les bras, et on va leur ouvrir notre cœur, et on va, bien sûr, parce que ce monde se transforme, voilà, bien sûr. Et en se transformant, le contexte dans lequel nous pourrons vieillir se transforme incroyablement. Alors, je vieillis. Bien. J'ai besoin d'un coup de main. Ils habitent où, mes enfants ? Alors, moi, j'habite à Poitiers, j'en ai un qui habite à Marseille, l'autre qui habite à La Roche-sur-Yon. Oui, mais j'ai besoin d'un coup de main dans une demi-heure. Voilà, pas dans 3 semaines. D'accord ? Donc, je peux toujours les appeler. Ouais, mais ils ne seront pas là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne m'aiment pas. Mais c'est impossible. C'est tout. C'est impossible. Voilà. Alors que, évidemment, dans la ferme de mes grands-parents, évidemment que le fils, la fille, la belle-fille habitaient, allez, à 500 mètres, à 2 kilomètres. En 1950, c'est un chiffre qui me reste gravé dans la tête, pourtant j'en oublie beaucoup des chiffres, mais ça m'amuse de reprendre celui-là. En 1950, en France, un homme, alors en France, on ne dit même pas en France rurale, mais c'est sous-entendu. 1950, la France, elle est à dominante rurale. D'accord ? En 1950, en France, un homme naissait, se mariait, travaillait et mourait dans un rayon de 50 km autour de son lieu de naissance. Naissait, se mariait, travaillait, mourait. D'accord ? Il est né à tel endroit, 50 km. 50 km, à l'époque, un bon marcheur le fait dans la journée. Aujourd'hui, c'est pas sûr, hein ? Sauf les randonneurs du club de 3e âge, là. Mais autrement, pas sûr. Hein ? Vous voyez, c'est 50 km. Allez, pas à pied, mais à vélo, bien sûr. Oui, ça ne posait pas de problème. Bon, 50. Aujourd'hui, mesurez ça. Regardez où habitent vos enfants. Alors, quelques-uns d'entre nous vont répondre « Ah ben moi, tout près, voilà. » Ou bien « Ils habitent chez moi. » Ou bien... d'accord ? Mais d'autres vont répondre, ils habitent à l'autre bout de la France. Pourquoi ? Parce qu'ils sont partis travailler là-bas. Ou bien ils vont répondre, ils habitent mais en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Espagne, en Italie, c'est-à-dire dans toute l'Europe. Ou bien ils sont partis vivre au Canada. Ou bien ils sont partis vivre aux États-Unis. Ou bien... Allez, d'accord ? Alors vous avez besoin d'un coup de main. Ouais ? D'accord ? Voilà. Il y a quelque temps, comme ça, moi j'ai une voisine, elle a, je ne sais plus, je crois que c'est 92 ou 13 ans, quelque chose comme ça, une dame qui vieillit de manière absolument superbe. Elle est tout simplement épatante, adorable, voilà. Elle a de l'humour, on peut rire avec elle, on peut chanter, voilà. Et elle sort encore de chez elle, mais tout n'est pas forcément très facile. Donc allez, imaginez, on est samedi matin,
je vais aller à la boulangerie acheter 2 baguettes. Qu'est-ce que ça me coûte d'aller toquer chez elle et de lui dire vous avez besoin de quelque chose, je vais à la boulangerie, je vous rapporte une baguette? Évidemment, c'est tellement facile. Donc, je vais la voir, je frappe, je lui rapporte je lui dis vous avez besoin de quelque chose, je vous rapporte une. Oh, c'est trop gentil, oui, vous me rapportez une baguette. Allez, d'accord. Donc, je lui rapporte une baguette. Et puis, je sonne, je rentre, et elle est assise dans son salon avec une jeune femme qui a quoi, je ne sais pas, 25 ans, voilà, que je n'ai jamais vue, que je ne connais pas, d'accord, qui a 25 ans. Et elles ont toutes les deux un sourire merveilleux, elles se marrent et tout. Je dis, je ne vais pas vous dire, ah mais vous ne nous dérangez pas, etc. Et la dame me dit, mais je vais faire les présentations, venez. Alors, elle dit, mais c'est mon voisin, oui, voilà. Et alors, elle se tourne vers moi, puis elle me dit, alors, c'est ma petite... Enfin non, alors, vous voyez mon fils. Bon, celui qui habite à Chauvigny. Donc, vous voyez, moi j'habite à Poitiers, elle a un fils qui habite à Chauvigny. Chauvigny, c'est pas très loin. Mais enfin, bon, faut quand même prendre le temps de faire la route. Hein. D'autant qu'il y a des limitations de vitesse. Bref, donc, celui qui habite à Chauvigny. Bon, ben, vous voyez, alors, c'est la fille de... Et puis... alors, elle veut partir sur l'explication. C'est donc la petite fille de son fils, mais en réalité, ce n'est pas la petite fille de son fils, c'est la petite fille de la compagne de son fils, parce que son fils est divorcé, il s'est remarié avec une femme qui est grand-mère, qui a une petite fille, d'accord? Mais cette petite fille, voilà. Et la pauvre, elle essaie de m'expliquer. Au bout d'un petit moment, je lui dis, mais ce qui compte, c'est que vous l'aimez bien. Hein. Oh oui, elle la prend dans ses bras, et puis elles se font un gros câlin. Allez, bon dimanche, bon samedi, et puis c'est merveilleux, merveilleux. Voilà. Alors, demain j'ai besoin d'aide. Qui m'aidera? Ben, je ne sais pas. Vous voyez? Je ne sais pas. Que deviendront les aidants dans 5 ans, 10 ans, 20 ans? Il y a 20 ans, qui nous aurait dit que, par exemple, des couples homosexuels pourraient se marier? Bah, alors, on était pour, contre... c'est pas la question. Qui nous aurait dit il y a 20 ans que c'était possible, que ce serait possible? Bah non, on ne savait pas. Eh bien, dans 20 ans, allez, je prends un autre exemple. Qui m'aurait dit il y a 20 ans que je vivrais avec un téléphone portable dans ma poche à longueur de journée? Ben non, j'aurais pas cru, pourtant ben c'est fait, etc. Ces transformations-là, elles sont à l'œuvre partout, d'accord? Donc, demain nous aurons besoin d'aide. Oui. Qui viendra nous aider? Je ne sais pas. Mais ce que l'on pourrait appeler une sorte de loyauté familiale est toujours à l'œuvre et sera sans doute toujours à l'œuvre, au moins pour une part, dans les années qui viennent. En ce sens, cette loyauté, elle exige des enfants qu'ils se tournent vers leurs parents ou grands-parents, mais elle exige des grands-parents qu'ils se tournent vers leurs enfants ou petits-enfants, parce qu'il arrive que les relations d'aide s'inversent et que ce soit une grand-mère qui aide son petit-fils ou sa petite-fille handicapé, par exemple, son petit-fils ou sa petite-fille qui l'accueille, tout simplement, que ce soit une maman qui aide sa mère, qui aide sa grand-mère, qui aide son fils, qui aide sa fille. Et là, à propos des aidants, je voudrais insister sur le rôle d'une génération, la génération que j'appelle volontiers la génération pivot, celle du milieu. Il n'est pas rare que nous vivions aujourd'hui dans des univers familiaux, des constellations familiales à 5 générations. Alors, on va commencer par celle du milieu, si vous voulez. Monsieur et Madame Dupont, peu importe. Hein. Voilà, allez, ils ont 55 ans, 60 ans. Allez, d'accord ?
quand on a 55 ans. On a eu des enfants qui ont 30 ans. Mais ça peut être déjà 32, 35, ou ça peut être simplement 25, ça m'est égal. Hein. On va dire 30 ans. Quand on a 30 ans, il est très fréquent que l'on n'ait pas encore d'enfants, parce que le premier enfant arrive de plus en plus tard, mais il est tout à fait possible qu'il y en ait déjà, et que le petit moutard, là, il est entre 0 et 5 ans, par exemple. Hein. Bon, alors on a 0, 5 ans, 30 ans, 55. Quand on a 55 ans, eh bien, on a un papa, une maman qui n'ont que 75 ans, et quand on a, alors plus ou moins 75 là encore, hein, et quand on a 75, il n'est pas impossible que l'on ait encore une maman qui a 95 ans. Voilà, d'accord. Il y a presque 100 000 centenaires en France aujourd'hui. Voilà. Ça veut dire un nombre de familles à 5 générations incroyable, parce que déplacer le curseur, j'ai commencé à 55, 60 ans, mais on peut très bien faire glisser le curseur. Il y a encore aujourd'hui des femmes qui ont eu des enfants à 20 ans, dont la fille aura un gamin à 20 ans, d'accord, et dont la maman a eu un gamin à 20 ans, et etc. Donc, vous voyez, déplacez, faites bouger le curseur pour que ça corresponde un peu plus à vos univers familiaux, et on voit qu'après tout, allez, toutes les hypothèses sont possibles. Bon, alors, dans tout cela, nous vieillissons ensemble, en même temps, 5 générations. Et dans les 5, évidemment, 90, 95 ans, 75, déjà 60. Allez, bon, il y a 3 générations de vieux. Alors, il a dit vieux. Oh là là, bah ouais, vieux. Et alors, c'est pas un défaut d'être vieux, d'accord ? C'est même une qualité. Mais on oublie, d'accord ? C'est drôle quand même. Hein ? C'est les femmes qui ont l'espérance de vie la plus grande, d'accord ? Mais le mot vieillard n'a pas de féminin. Voilà, je ne vais pas tarder à devenir un vieillard, mais il n'existe pas de vieillarde. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez, l'autre jour, je courais avec un de mes petits-enfants, moi, et il me regarde comme ça, puis il me dit « Ah oui, quand même, hein, grand-père, tu cours pas mal pour un vieillard. » Bon, ben voilà, c'est clair au moins pour lui, d'accord ? Je cours pas mal pour un vieillard, d'accord ? Mais sa grand-mère, est-ce que c'est une vieillarde ? Chut, interdit, non, non, on n'a pas le droit. Non, non. Vous voyez, c'est... Alors ça fait partie des représentations de la vieillesse, d'accord ? Voilà. Allez, nous sommes dans une société qui vieillit et nous vieillissons ensemble, au même moment. 3 générations. L'espérance de vie augmente, elle a augmenté et elle augmente encore. On est à presque 86 ans pour les femmes, 80 ans pour les hommes. L'écart s'est légèrement réduit, d'accord ? Il y a 10 ans, il était d'un peu plus de 7 ans, d'accord ? Aujourd'hui, il n'est plus que d'un peu plus de 6 ans. Bon, ben ça va. C'est pas une catastrophe, d'accord ? Alors on entend parfois dans les médias ou autres, l'espérance de vie se réduit. Non, non, non. L'espérance de vie ne se réduit pas. Simplement, le petit père Coluche, il nous aurait dit, elle augmente moins vite que si elle augmentait plus vite. D'accord ? Donc on garde Coluche en tête, si vous voulez bien. L'espérance de vie augmente moins vite que quand elle augmentait plus vite. D'accord ? Mais elle continue d'augmenter. Et non seulement elle continue d'augmenter, mais l'espérance de vie qui augmente le plus, c'est l'espérance de vie en bonne santé. D'accord ? N'oublions pas que 16% seulement de la population des plus de 75 ans présente des problèmes de perte d'autonomie. Et l'expression perte d'autonomie mériterait d'être critiquée elle aussi. Mais seulement 16%. Voilà. Ça veut dire qu'il y a plus de 80% des vieux qui vont bien. Ça va, d'accord ? Il n'y a dans les EHPAD en France que 700 000 personnes. Alors, 700 000, il
il y a 100 départements, vous divisez donc 700 000 par 100, ben voilà, ça fait 7 000 par département, et puis il y a des inégalités, donc allez, dans un département comme le nôtre, bon, ben, allez, il y a 5 000 vieux en EHPAD, ben, ce qui veut dire que tous les autres, ben, ils n'y sont pas, voilà, et donc il va falloir les soutenir, les aider pour vivre chez eux. Et faites le tour de tous les exposants qui sont là et qui vous accueillent, etc. De quoi ils vous parlent? De ça. Vous avez des questions sur la manière dont vous pourriez inventer pour demain un domicile plus souhaitable pour vous-même, pour vos proches, pour vos parents, allez, faites le tour des tables. Et vous avez 15 adresses, 15 numéros de téléphone, 15... Incroyable, d'accord? Vous ne savez pas où aller? Allez, il y a des mutuelles, il y a des permanences, c'est inimaginable, d'accord? Et vous avez cotisé pendant votre activité professionnelle à tel endroit, à tel endroit, à tel organisme, à tel... Voilà. Ou bien le conseil départemental, ou bien une association, ou bien un CCAS, ou bien... Allez, on peut y aller, on peut y aller. Et ils ont certainement pas réponse à tout, d'accord, mais ils ont la remarquable capacité à écouter et à essayer d'inventer avec vous une réponse pour la situation dans laquelle vous êtes. D'accord? Et ça a de la gueule, ça a de l'allure. D'accord? On a là des professionnels d'une qualité absolument remarquable. Ne nous privons pas d'aller les voir, de prendre les numéros de téléphone, de noter le nom de quelqu'un, et puis quand vous serez rentré chez vous, allez, d'accord? C'est vrai pour, je ne vais pas parler de l'hôpital, mais c'est pareil, les associations, allez, tout ça, incroyable, d'accord? Donc, bon. Oui, nous vieillissons. Et en vieillissant, il se pourrait bien que partout autour de nous, nous ayons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aller aider les autres jusqu'au jour où nous aurons besoin d'être aidés. Voilà, d'accord? Qui que nous soyons. J'avais récemment l'occasion de rencontrer, par exemple, un couple de médecins, tous les deux à la retraite désormais. Elle est en train de développer une maladie neuroévolutive. Alors, pour botter en touche, on va dire « Oh ouais, c'est un Alzheimer ». Personne ne sait ce que c'est, d'accord? Mais on se rend bien compte qu'il y a des problèmes de langage, qu'il y a des problèmes de coordination dans les mouvements, qu'il y a des problèmes de reconnaissance, qu'il y a des problèmes de... Allez, d'accord? De mémoire, voilà. Bon. Eh bien, son mari, tout bib qu'il est, tout médecin qu'il est, bah, il porte, et il craque. Il n'en peut plus, bien sûr, parce que c'est pas facile. Ce qu'il a à vivre, ce qu'ils ont à vivre, d'accord? C'est pas facile d'aider, c'est pas facile d'être aidé, c'est pas facile d'être un aidant, c'est pas facile d'être un aidé, de se réinventer un couple dans cette réalité-là. Non, c'est pas facile, même si on est soignant, même si on est médecin, même si on est... Allez, d'accord? Alors, les aidants, qui sont-ils? Nous. Voilà. Tous autant que nous sommes ici, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous l'avons été, c'est parce que nous le sommes, c'est parce que nous savons bien que nous le serons, c'est parce que, en tout cas, ça nous pose question, en tout cas, voilà. Donc, tous nos contemporains sont possiblement des aidants, d'accord? Quelles que soient nos origines, quelle que soit notre culture, quelle que soit... D'accord. Alors, combien y a-t-il d'aidants en France? Impossible de répondre à cette question. On peut estimer une quinzaine de millions. 15 millions, 68 millions d'habitants en France. 15 millions d'aidants. Alors, il y en a qui disent « Oh, il exagère parce que les parents d'enfants handicapés, ce n'est pas des aidants. » Ah ben non, ce n'est pas des aidants, les parents d'enfants handicapés. C'est vrai, ils le sont depuis la naissance de leur enfant jusqu'à la mort. La leur ou celle de leur gamin. Ben ouais, c'est pas des aidants. Non, les aidants, c'est pour les vieux.
Ben voyons, d'accord? Mais si, voilà. Et quelle différence y a-t-il entre un aidant et un aidant? Eh bien, je ne sais pas. Voilà. C'est la disponibilité. Voilà. 15 millions. Alors, 41% de ces 15 millions ont moins de 50 ans. Presque 1 sur 2, moins de 50 ans. Donc, il faut absolument qu'on arrête de comment dire, de culpabiliser les jeunes qui ne seraient pas capables d'aider les vieux. Parce que moins de 50 ans, ils sont jeunes encore. D'accord? Et bien pourtant, ils aident un membre de leur famille. Âgé, un peu plus âgé, un peu moins âgé, ils aident un frère, une sœur, ils aident un compagnon, une compagne, un mari, une épouse. Allez, d'accord? Bon. 53% des aidants sont salariés. Et on imagine ce que ça a comme conséquence sur leur rapport au travail, le temps dont ils disposent. Quand il faut chaque jour dégager le temps pour le boulot, et qu'en plus de ça, il vous faut, d'accord, c'est 17% des aidants consacrent au moins 20 heures par semaine à leur fonction d'aidant. D'accord? Au moins 20 heures. Bon, on pourrait continuer comme ça avec une quantité de chiffres. On les retiendra, on les retiendra pas. Je voudrais insister sur un tout petit aspect dont on ne parle presque jamais. Je ne sais pas si je vais retrouver le chiffre. Eh ben non, je ne le retrouve pas facilement, peu importe. Mais je crois que c'est 8%, mais vous pourrez le vérifier en allant sur Google, Internet. 8% des aidants ont moins de 20 ans. Il faut que nous prenions conscience de cela, du nombre de très très jeunes qui sont en situation d'aider. Alors, de différentes manières, permettez-moi une petite anecdote. J'ai l'occasion depuis 25 ans maintenant de travailler avec, à Poitiers, de travailler avec l'association qui gère les établissements de l'Arnais, établissement qui accueille des personnes sourdes, aveugles et sourdes-aveugles. Il y a quelque temps comme ça, j'avais l'occasion de rencontrer, dans le cadre de cette vie associative-là, peu importe, de rencontrer une dame qui a 45 ans, d'accord, qui est parfaitement sourde, d'accord. Elle n'entend rien, ce qu'on appelle un sourd profond, d'accord, parfaitement sourde. Elle vit en couple et elle a une fille qui a 13 ans. 13 ans, d'accord. Donc, le papa travaille, il est sourd lui aussi, il travaille, super. La maman, elle a une activité professionnelle à temps partiel, mais elle a une activité professionnelle. Donc, le papa et la maman sont tous les deux en situation de handicap, mais tous les deux ont un job. Ils travaillent. D'accord. Une gamine qui a 13 ans. La maman a des douleurs abdominales. Elle prend rendez-vous avec son gynécologue. Le gynécologue, vous avez déjà vu un gynécologue qui parle la langue des signes? Oui, ça doit exister, hein. Oui, mais elle prend rendez-vous chez le gynéco et, évidemment, elle demande à sa fille, qui, elle, n'est pas sourde, qui est par conséquent exactement bilingue français et langue des signes, elle lui demande de l'accompagner. Donc la fille accompagne sa maman chez le gynéco. Très bien, déshabillez-vous, je vais vous examiner. Bon, allez, c'est une fille, elle ne voit que le corps de sa maman. Ouais, enfin, est-ce que la maman avait vraiment l'intention de s'exposer comme ça? Et le gynéco, évidemment, a besoin d'un certain nombre de renseignements. De quand date votre dernier rapport sexuel? Vous voyez?
et c'est la fille qui traduit à sa maman, en langue des signes, ce que le gynécologue vient. Et ensuite, elle traduit pour le gynécologue ce que la maman. Vous vous rendez compte ce qu'elle vit, cette petite 13 ans. Mais si elle le vit à 13 ans, c'est qu'elle le vivait déjà à 12 ans, à 11 ans, à 10 ans, à 8 ans. Ça fait un moment que ça dure, hein? D'accord? Bon, alors, on peut conclure en disant, oui, ben allez, c'est ça, une mère et sa fille, d'accord, elles en reparleront, et puis, ce sont deux femmes, bon, ouais, d'accord, quand même. Hein? Ils en vivent des choses, les aidants, quel que soit leur âge, quelle que soit la situation de la personne aidée, quel que soit. Alors, quand on parle d'eux, il y a une expression qu'on entend souvent, je ne sais pas, vous l'avez peut-être remarqué vous aussi. Moi, j'essaie de l'attraper à chaque fois, cette expression, et de la mettre en question. Partout, on entend désormais, depuis une dizaine d'années, parler des aidants naturels. Ah oui, c'est naturel. Bah oui, alors, c'est des femmes, d'accord? Et quand on est une femme, aider les autres, bah ouais, c'est naturel. Voilà. Pourquoi on ne nous dirait pas même que c'est, comment on dit, génétique? Ah ouais, hein, chez les femmes, bien sûr. Ben non, les aidants ne sont pas naturels. C'est éminemment culturel, et réjouissons-nous que dans nos cultures, que dans notre culture, il y ait encore ce souci de l'autre. D'accord? Que nous soyons femmes ou hommes. Alors, il y a 20 ans, si nous avions fait la même rencontre, au lieu de 60%, au lieu de 2/3 des aidants sont des femmes, j'aurais dit 3/4 des aidants sont des femmes. Nous sommes passés de 3/4 à 2/3. On progresse. D'accord? On progresse, mais on n'est pas encore à 50%. Hein? Il s'en faut de beaucoup. Bon, d'accord? Alors, ces aidants, on dit qu'ils sont naturels. C'est une manière de ne pas dire qu'ils sont obligés. Obligés par un contexte, une culture, des relations familiales, une histoire, voilà. Je me suis occupé de toi, tu vas quand même pas... ah oui, avec ce que j'ai fait pour toi. Vous vous souvenez de cette chanson de Maxime Le Forestier? Avec ce que j'ai fait pour toi, disait le père. Je sais, tu me l'as dit déjà, disait l'enfant. J'en demandais pas tant. Ben ouais, mais c'est fait. Voilà. Donc avec ce que ta mère a fait pour toi, avec ce que ton père a fait pour toi, voilà. Naturel, obligé. Ou alors, pour ne pas parler de ça, on va dire les aidants familiaux. Oui, familiaux. Mais je renvoie à ce que je disais tout à l'heure, familiaux, mais de quelle famille parlons-nous, hein? D'accord? Voilà. Et puis une autre expression très intéressante qu'il nous faut mettre au travail, je crois, une expression qui nous vient du Québec, les proches aidants. Voilà. J'aide l'autre simplement parce que nous sommes proches. Je me sens proche d'elle, proche de lui. Voilà. Proche aidant. Cette expression de proche aidant, je crois qu'elle a quelque chose d'extrêmement intéressant parce que, au-delà du lien génétique, du lien familial, du lien au-delà de ça, après tout, bah ouais, il se peut que vous soyez devenus l'aidant de... Je sais pas, récemment, je rencontrais une amie, voilà, elle est devenue l'aidante, objectivement, de son ex-belle-mère, alors que son mari l'a plaqué quand elle avait 30 ans, il est parti avec une copine, bon, d'accord, donc son mari l'a plaqué, mais ils avaient 2 gamins, bon, les enfants sont partis faire leur vie, évidemment, à l'autre bout du monde, ok, et elle a gardé des relations un peu distantes pendant quelques années avec son ex-belle-famille, d'accord, sa belle-mère est veuve, et à la mort de son beau-père, elles se sont un peu rapprochées. Elles n'habitent pas très loin l'une de l'autre. Voilà. Et ben, ça y est. Elle est devenue vraiment proche, aidante de son ex-belle-mère. Pourtant, son ex-mari
s'est remarié, donc il y a une nouvelle belle-fille, mais pop, non, c'est avec elle que l'ex-belle-mère a gardé finalement quelque chose qui... Voilà. Donc, elle se tutoie, alors qu'à l'époque, elle se vouvoyait, évidemment, et bref, oui, pourquoi pas. Bref, cette notion de proche aidant, intéressante. Qu'est-ce qu'ils font, les aidants? Tout. Alors, évidemment, là encore, la réponse peut varier d'une situation à l'autre, mais on voit bien que les aidants, ils font d'abord les soins les plus intimes que l'on puisse imaginer. D'accord? Toilette, habillage, repas. Bon, alors, parfois ils peuvent se faire aider, parfois ils ne peuvent pas, mais ces soins-là, c'est une obligation quasi quotidienne. D'accord? Les soins. Évidemment, l'aide au lever, l'aide au coucher, dès qu'il y a besoin, en tout cas, parce qu'on peut aider l'autre peut encore se lever tout seul, se coucher tout seul, oui, mais attention, une maladie de Parkinson, une maladie d'Alzheimer, une maladie ça pourrait petit à petit provoquer des situations dans lesquelles les chutes sont redoutables et possibles. Donc, tu veux aller dormir? Ok, je t'accompagne. Voilà, donc on va ensemble jusqu'à la chambre. Et après tout, on y va même bras dessus, bras dessous. Et on y va, d'accord? Alors, je vais t'aider à te déshabiller, à te changer, à... Voilà. Je vais t'aider. Mais, d'accord? Bon. Évidemment, accès aux soins médicaux. Parce qu'il faudrait que tu ailles chez le médecin, on a besoin de renouveler ta prescription. Ou bien, bon, alors, il faut l'emmener chez le médecin. D'accord? Alors, peut-être que le médecin viendra à domicile. Ouais, enfin, il y a même des médecins qui vont encore à domicile. Ça existe. Mais, hein? D'accord? Il n'y en a plus beaucoup. Donc, je t'emmène chez le médecin. Ok, d'accord. Ensuite, on ira ensemble à la pharmacie. Et puis, on préparera ensemble le pilulier. Et puis, allez, tout ça. D'accord? À moins qu'une infirmière, une aide-soignante passe régulièrement. Dans ce cas-là, c'est elles qui vont s'occuper du pilulier. Ou que la pharmacienne, le pharmacien, sympa, prennent le temps d'eux. Mais il y a même des pharmaciens qui sont merveilleux, hein, dans la qualité de relation qu'ils sont capables de nouer avec des gens qu'ils ne considèrent pas comme des clients, d'accord, mais comme des malades ayant besoin d'aide, hein, et de soins, d'accord. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Donc ensuite, besoin dans les déplacements de la vie quotidienne à l'intérieur du logement ou en dehors du logement. Il fait un temps merveilleux cet après-midi. Franchement, il y a un grand jardin, j'ai tondu la pelouse. Bon, tu voudrais pas aller faire un petit tour dehors? Si on allait s'asseoir, il y a un peu d'ombre là. Allez, mais pour aller jusque sur le banc, pour aller s'asseoir pendant une demi-heure tranquillement à l'ombre, évidemment, il va falloir peut-être descendre un escalier ou un plan incliné, et puis passer le seuil de la porte, et puis descendre, et puis marcher. On s'assoit. Bon, allez. Ce serait pas idiot d'ailleurs de ne pas oublier de boire un petit peu d'eau. Je t'en apporte. Allez. Et voilà. Et les dents. D'accord? Ce qui fait que pendant que l'aidé est assis, l'aidant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il bosse. Il n'arrête pas. D'accord? D'autant que il a dans sa poche son téléphone portable et qu'il n'a pas encore eu le temps depuis ce matin de répondre aux 2 messages du fils qui habite à 500 km et qui gentiment a demandé des nouvelles, d'accord? Ou de la fille qui aurait dû venir normalement cet après-midi mais qui a un contretemps parce que son boulot, et puis elle ne pourra pas venir, et puis voilà. Donc pendant ce temps, il faut qu'il... Aidant, vas-y mon vieux, allez, d'accord? Évidemment, il faudrait parler de ce qu'on pourrait appeler le soutien moral et affectif. Voilà. Aujourd'hui, il n'a pas le moral, hein, d'accord? Il n'a pas le moral parce que ce vieux monsieur, que son épouse soutient, etc., il n'a pas le moral parce qu'il a appris le décès
d'un de ses potes avec lequel il a fait son service militaire, ou avec lequel il a travaillé pendant 40 ans, ou avec lequel, voilà, il est mort. Et il se dit, demain c'est mon tour, voilà. Et il est triste, il a envie de pleurer. Voilà. Qui est-ce qui va le soutenir? Qui est-ce qui va lui dire, mais allez, on peut encore faire des choses ensemble. Mais allez, c'est son aidante qui, comme par hasard, est là. Son épouse, bref, qui aura peut-être même l'idée de lui dire, bon, écoute, s'il était là encore, ton pote, vous auriez bu une bière. Allez, je vais t'en chercher une. Et pourquoi pas? Parce que, soyons fous, on va mourir un jour. Donc c'est le moment d'être un peu dingue. D'accord? Et oui, on peut bien faire ça aussi, quand même. Bref. Mais, enfin, une bière, ne le répétez pas, là non plus. Bref. Soutien moral, affectif, qui passe par 1000 choses de la vie quotidienne. Et puis, évidemment, l'accès à la vie sociale. Son mari, il voudrait aller encore une fois au cinéma. Il a entendu à la télé Artus parler d'un film qui vient de sortir, qui s'appelle Un petit truc en plus. Voilà. Il voudrait aller le voir. Eh bien, allez. Qui c'est qui va l'emmener au cinéma? En tout cas, qui c'est qui va organiser le truc? Sa femme, qui est son aidante. Alors peut-être qu'elle ne conduit pas, d'accord, mais elle connaît des voisins qui sont sympas et qui, samedi prochain, feraient bien ça quand même. L'emmener au cinéma. Allez. Donc, on va aller au cinéma, on va organiser ça. Puis le cinéma, il s'en fout. Lui, ce qu'il aime, c'est un concert de musique classique ou au contraire un concert de jazz. Allez, la fête de la musique. Allez, la fête de la musique. Bon, d'accord, il faisait pas beau. Mais raison de plus, il fait pas beau. Mais sortir par temps de pluie, faut être un peu fêlé, hein. Mais enfin, il y a combien d'années que vous ne vous êtes pas trempé la couenne, comme on disait chez moi, d'accord? Sortir avec des fringues qui risquent rien et aller faire un tour sous la pluie parce qu'il pleut. Voilà. Et après, on rentrera, on se séchera, on se changera. Oh là là, le bonheur de se mouiller. C'est pas idiot quand même ça. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où, parce que vous êtes vieux, il ne faut pas sortir quand il fait chaud, il ne faut pas sortir quand il y a du soleil, il ne faut pas sortir quand il fait froid, il ne faut pas sortir quand il pleut, il ne faut pas sortir quand il y a de la neige, il ne faut pas sortir quand il va pleuvoir, même s'il ne pleut pas encore. Ça va, quoi? Arrêtez, enfin, restez chez vous, foutez-nous la paix. Qu'est-ce que c'est que ça? Il ne faut pas sortir? Mais raison de plus pour sortir. Sortir quand il fait chaud et rentrer après avoir transpiré, sentir mauvais de transpiration, d'accord? En voilà une bonne raison de prendre une douche, une vraie douche. Le plaisir d'une douche quand on pue la transpiration. Vous voyez, ça. Mais s'il n'y a pas un aidant pour sortir avec, d'accord? Eh bien, ça se fera sans doute jamais. Vous voyez? D'accord? Bon. Dans tout cela, on voit bien que l'aidant, il s'occupe de l'autre, de l'autre, de l'autre. Qui va s'occuper de lui? Eh bien, sa santé est en péril. 2 aidants sur 3, lorsqu'il s'agit d'aider une personne âgée, d'accord? 2 aidants sur 3 meurent avant la personne aidée. D'accord? C'est dire à quel point les aidants ont négligé, mais on ne va pas en plus les culpabiliser, hein, d'accord? N'ont pas pu prendre soin de leur santé, qu'il s'agisse de leur santé physique, de leur santé mentale, de leur santé relationnelle, affective, sociale, etc. 2 sur 3 meurent avant la personne aidée. Donc, vous êtes aidant. Il faut vous faire aider. Il faut vous faire aider même avant que vous en éprouviez vraiment le besoin. Alors, vous connaissez une association qui vous propose des groupes de parole. Eh bien, allez-y. Pour qu'une fois de temps en temps, que ce soit à l'atelier cordage ou je ne sais où, pour qu'une fois de temps en temps, vous puissiez aller dire « j'en ai ras-le-bol. Elle m'énerve, je ne la supporte plus. » Voilà. Ou
ou bien que vous puissiez aller dire, ben oui, mais vous savez, il est agressif avec moi. Voilà. Et pourtant, je fais tout ce que je peux pour l'aider, mais à chaque fois que je lui adresse la parole, il n'est pas aimable avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Comment? Ou bien l'autre jour, j'ai voulu lui apporter quelque chose, je lui ai donné sa montre, il a pris sa montre, il l'a balancée à l'autre bout de la pièce. Eh ben, une montre, pourtant, je lui avais offert cette montre, elle avait de la valeur, et ça, allez, on va se mettre à pleurer parce que c'était la montre de leur mariage, la montre qui a vécu la naissance des enfants, la montre qui a scandé leur vie, la montre. Ben ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Comment comprendre? Eh bien, dans ces groupes de parole, vous y trouverez des personnes qui vivent des choses équivalentes, avec lesquelles vous trouverez des psychologues qui sont capables d'écouter, de poser une question, de vous faire avancer sans jugement, sans disqualifier, sans sévérité, mais simplement avec bienveillance, parce que c'est l'écoute dont ces psychologues sont capables, hommes, femmes, etc. C'est extrêmement intéressant de ne pas oublier ça. Je reprends juste un petit extrait d'un bouquin qui était intitulé Père qu'aidant. S'agissant de la maladie d'Alzheimer, on sait maintenant que la maladie affecte 2 personnes, le malade et son aidant, plongés rapidement dans une dépression profonde, car submergés par la charge émotionnelle et physique de cette maladie dans les premiers stades. L'aidant naturel est la 2e victime de la maladie d'Alzheimer. Alors, Alzheimer, mais il n'y a pas que ça dans la vie, d'accord? Et j'entendais, c'était il y a 3 ans, je me souviens, j'étais à Nantes, je donnais une conférence sur ces questions, voilà, et dans la salle, il y a une dame qui lève la main, et j'avoue que je garde encore beaucoup d'émotions, de larmes qui me montent moi-même aux yeux quand j'évoque cela. Cette dame, elle a quoi? Elle avait, je ne sais pas où elle en est aujourd'hui, elle avait quoi, 65 ans, quelque chose comme ça, maman d'une personne en situation de handicap. Alors, si j'ai bien compris, déficience intellectuelle qui était due à une encéphalopathie gravissime quand le gamin avait 6 mois, 1 an, quelque chose comme ça. Donc évidemment, cette méningite, cette encéphalopathie, elle a laissé des séquelles extrêmement graves. Bref, donc cette dame, elle lève la main, puis elle me dit, ben moi, vous voyez, tous les soirs, quand je m'endors, je demande au bon Dieu qu'il meure avant moi. Parce que si moi, je meurs avant lui, je ne sais pas ce qui deviendra. Vous vous rendez compte ce que ça peut être pour une maman. Alors, elle est croyante, elle prie le soir quand elle s'endort. D'autres ne sont pas croyants, ils ne prient pas. Mais c'est égal, d'accord? Elle est croyante. Et tous les soirs, dans sa prière, elle demande à Dieu que son fils meure avant elle. On imagine un petit peu ce que c'est pour une maman, et puis on déplace pour un papa, pour une grand-mère, pour un grand-père, pour un frère, une sœur, d'espérer la mort de l'autre, la mort de son enfant, avant sa propre mort. Comment ne pas se sentir coupable pour une maman de souhaiter la mort de son enfant? Souhaiter, évidemment, c'est une manière de parler qui est un peu... D'accord? Mais être aidant, c'est être chaque jour torturé par des idées comme celle-ci. Alors, parce qu'on est l'aidant d'un fils, d'une fille, parce qu'on est l'aidant d'un père, d'une mère, d'un compagnon, d'une compagne. Je rencontrais récemment un couple. Ils ont quoi? Ils ont même pas 75 ans. Elle a développé une maladie neuroévolutive très importante. Voilà, il l'accompagne depuis plusieurs années maintenant. Et évidemment, vous imaginez que ce couple
sur le plan affectif, sur le plan amoureux, sur le plan émotionnel, sur le plan sexuel, osons le mot, sur le plan érotique, qu'est-ce qui peut se passer dans ce couple? Rien. Rien. D'accord? Voilà. Alors, il l'accompagne attentivement et je trouve de manière assez remarquable, d'accord, depuis des années. Voilà. Et puis, il y a une aide-soignante qui venait à domicile. Elle était d'ailleurs proche de la retraite. Alors, elle a pris sa retraite, puis c'est curieux, bien qu'elle soit en retraite, elle continue à venir. Pourquoi? Parce que l'aide-soignante est tombée amoureuse du mari qui n'est pas indifférent au charme de l'aide-soignante en question. Voilà. Alors, est-ce qu'il ose en parler à ses enfants? D'accord? Alors, ce qu'on appelle le deuil blanc, c'est-à-dire son épouse n'est pas morte, mais le deuil a déjà fait son travail, si je puis dire. D'accord? Et avec cette aide-soignante qui est devenue comme une sorte de nouvelle compagne, d'accord? Bien, ensemble, il s'occupe de son épouse. Et après tout, pas si mal. Vous voyez? Et alors, évidemment, hein, ça remue un petit peu les schémas dans lesquels on a été élevé, dans lesquels, ah ouais, d'accord, la nouvelle compagne du mari qui sait, ben oui, ben ouais, d'accord, en plus elle sait faire, c'est son métier, elle a, d'accord, elle peut, c'est pas, oui, eh bien, qui suis-je pour porter un jugement, d'accord, voilà. Essayons de nous ouvrir à ces réalités multiples qui sont vécues par les uns et par les autres. Alors, les besoins des aidants, ils sont multiples. Ils ont besoin de comprendre ce que vit la personne aidée. Et parfois, c'est difficile de comprendre. Hein. Un comportement agressif ou un comportement d'ignorance, un comportement... Ouais. Est-ce que ça signifie quelque chose? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Ben, quelquefois, j'ai vraiment besoin des autres psychologues ou soignants, etc., pour essayer de comprendre. L'aidant, il peut avoir besoin de formation, parce que aider une personne à se coucher, à se relever, à s'habiller, à enfiler un bas de contention, etc., tout ça, si vous n'apprenez pas à le faire, ben, j'observais tout à l'heure, je ne sais pas si cette dame est encore parmi nous, une dame qui expliquait comment utiliser un fauteuil roulant et permettait d'en faire l'expérience. Merci, c'était remarquable comme... ben oui, voilà, l'aidant peut avoir besoin d'une formation au fauteuil roulant pour que l'aidé puisse accéder au fauteuil roulant. Autrement, oui, bon, on pourrait comme ça prendre 1000 exemples. Besoin d'information. Alors, vraiment, mutuelle, clic, CCAS, MDPH, etc. Allez. Il faut absolument aller ouvrir toutes ces portes-là. L'aidant, il a besoin de repos. Alors, on ne dit jamais ça, on dit « Ah, il a besoin de répit ». Bah oui, de répit. Enfin, quand vous êtes crevé, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous vous reposez. Voilà. Bon, ben, j'ai besoin de repos. Voilà, de répit. Oui, alors on va ouvrir un centre de répit pour... Allez, d'accord, répit. Mais pourquoi repos? Ouais, tout simplement. Ben oui, les aidants, ils ont besoin de dormir. Mais pour dormir, il faut qu'ils puissent dormir en paix. C'est-à-dire qu'ils sachent que la personne aidée n'est pas seule dans la maison, etc. Mais que quelqu'un de bienveillant, de disponible, va pouvoir venir intervenir s'il y a besoin. Mais quelqu'un de disponible la nuit, ben, ça se paye. Donc l'aidant, il a besoin d'argent. Voilà. Et il se peut qu'il y ait des aides financières auxquelles vous auriez droit et que vous ne connaissez même pas. D'accord? Pas grand-chose. Oui, mais il se peut. Allez
allez demander. J'ai noté, j'ai cité les mutuelles, le CCAS, ce machin. Je ne sais pas, il n'y a pas réponse à tout, mais il se peut qu'il y ait parfois des aides sur des choses comme ça. L'aidant, il a besoin de reconnaissance. On évoquait tout à l'heure les aidants qui sont encore salariés et qui aident. Il y a des comités d'entreprise à l'intérieur desquels on a demandé aux salariés de donner une journée de RTT chaque année pour que les aidants puissent partir se reposer. Eh bien voilà, dans une entreprise où il y aurait 200 salariés qui donnent chacun une journée, ça veut dire qu'il y a 200 journées disponibles. S'il y a 10 aidants sur les 200 salariés, eh bien il y a peut-être 20 journées dans lesquelles... d'accord ? Donc le comité d'entreprise de l'établissement dans lequel vous travaillez, allez, vous voyez, tout ça. D'accord ? Évidemment, il y a ce besoin de reconnaissance. Certains jeunes aidants pourront faire reconnaître, dans le cadre de la validation des acquis d'expérience, leur expérience d'aidant comme ayant été formatrice, et ils pourront développer une qualification professionnelle grâce à cela, etc. Les aidants peuvent avoir besoin, évidemment, d'une protection médicale adaptée. Ils peuvent avoir besoin d'affiliation à la sécurité sociale, à une mutuelle. Bref, une multitude de choses pour lesquelles, dans tous les organismes qui sont présents ici, il y a des gens infiniment plus compétents que moi qu'il faut absolument aller déranger avec les questions auxquelles ils n'ont peut-être pas la réponse tout de suite comme ça, parce que ce n'est pas des intelligences artificielles. Raison de plus, justement, ce sont de vraies intelligences, des gens capables d'entrer en relation avec nous. Alors, vraiment, allons-y. Et puis, les aidants, ils ont besoin absolument d'un suivi médical dans toutes les composantes que l'on peut imaginer, d'un suivi médical qui leur permette de faire attention à leur santé. Alors, vous vous souvenez peut-être et j'arrête là-dessus, vous vous souvenez peut-être d'un très beau poème d'Aragon. Il va mourir, il sait qu'il va mourir, il ne sait pas quand, mais il va mourir. Alors il s'adresse à celle qu'il aime, vous vous souvenez, Elsa, d'accord ? Voilà. Et il lui dit, il n'aurait fallu qu'un moment de plus pour que la mort vienne, mais une main nue alors est venue, qui a pris la mienne, qui donc a rendu leur couleur perdue aux jours, aux semaines, sa réalité, à l'immensité des choses humaines. Eh bien, pour cette main que vous savez tendre, soyez vraiment remerciés. Merci. Merci beaucoup, M.